Oui, bonjour. Mon nom est Claude Sanson. Je suis le président fondateur de la Nation métisse contemporaine. J'ai la chance et l'occasion, avec la Nation métisse contemporaine, de vous présenter une série d'émissions à venir sur le peuple métis. Nous sommes réunis aujourd'hui pour apprendre une leçon d'histoire, l'histoire des Métis. Alors, messieurs, de plus en plus, on entend parler de votre peuple. À quoi est due cette émergence? J'aimerais prendre la parole pour débuter, puis en même temps, avant de commencer, présenter l'équipe. L'équipe qui travaille sur ces émissions-là. D'abord, il y a Véronique Sanson. Je suis membre de la Nation métisse contemporaine. Patrick Ouimet, moi aussi je suis membre de la Nation métisse contemporaine. Je suis chargé des interrelations entre les différents groupes d'Autochtones. Et je vais parler de différentes choses au cours de l'émission. Moi, c'est Marcel Sanson. Je suis formateur, directeur de formation au niveau de la communauté métisse. Et je suis fier de faire partie de cette équipe-là. Mon nom est Roger Senneville. Je suis membre de l'Association des Métis contemporains. Je travaille au conseil. Mon nom est Yvon Senneville. Je suis membre du conseil des Métis contemporains à titre de vice-président. Puis au cours de l'émission, on va parler de certains sujets attribués aux émissions du futur. Et on va essayer de nous faire connaître un peu mieux de cette manière. En ce qui concerne l'émergence des Métis, comme on m'a demandé tantôt, c'est une longue histoire. Ça n'a pas commencé dernièrement. Ça date depuis les Acadiens. Mais ça a été caché longtemps, ça a été silencieux, ça n'a pas été quelque chose qui était public. On était un peuple qui gênait beaucoup autrefois. Mais aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, il y a eu une émergence encore plus grande, grâce à certains auteurs qui ont fait éveiller les rêves de Louis Riel, qui les ont mis à jour, qui nous ont fait connaître davantage notre peuple, qui était caché dans l'oubli. C'est un petit peu une secte secrète qu'on avait autrefois, parce qu'il ne fallait pas parler de ça. Mais aujourd'hui, on peut en parler ouvertement, puis on est fiers de ce qu'on est. On est dans aussi, on est digne d'être ce qu'on est. Donc, on va avoir à parler du peuple métis, de l'émergence en profondeur des métis, dans une émission qu'on va présenter durant notre série de à peu près 10-12 émissions là, qu'on a, mais ça va développer ce thème-là au maximum. Bien, j'aimerais ça qu'on parle un peu de toutes les émissions futures, de quoi vous allez... On a beaucoup à apprendre, je crois, de vous. Bien, ces émissions, on va avoir, entre autres, 1 à 2 invités de marque pour les émissions. On va avoir aussi, sur les métis, des invités spécialisés. Puis, on va avoir aussi les métis, on va parler des métis de la Naudière et autres régions du Québec, ainsi qu'on va parler d'autres situations où on a eu des réussites ou des problèmes qu'on a eus. Puis, à ce moment-là, ça va être discuté avec ces personnes spécialisées-là. Bien. Pour nous, ces émissions-là, c'est une leçon d'histoire. Mais est-ce que vous attendez, vous, comme peuple, de toutes ces émissions? Bien, en premier lieu, on s'attend de se faire connaître, puis que le monde voit notre vrai visage, c'est quoi qui est d'être métis, puis approfondir le mode de vie, qu'est-ce que ça l'amène,
Puis au cours de l'émission à ce sujet, ils vont donner plus ample information avec des invités de marque qui peuvent élaborer en plus long sur le sujet. L'idée, c'est de faire une chronologie historique, aller jusqu'à aujourd'hui, expliquer qui on est, qu'est-ce qu'on fait. On a des cultures, on a une culture, on a des choses qui nous sont propres, en plus que on s'est éparpillé les Français sont arrivés de l'Est du Canada et on est rendu, on couvre jusqu'au Manitoba, naturellement, et si on parle de Louis Riel, parce qu'on va revenir sur ce fondateur de la province du Manitoba un peu plus tard. On est, comme tous les Autochtones, on a des jeunes qui ont besoin d'aide, on a toutes sortes de choses qu'on voudrait mettre en place pour aider les gens qui ont des problèmes de toxicomanie plutôt. Nous voulons présenter un peu chronologiquement l'historique des Métis, se faire connaître, montrer que les nations autochtones, entre autres, parmi les Métis, il y a beaucoup de choses positives qui sont faites par ces gens-là. Ils sont peu connus, on est peu connus, on veut se faire connaître. Et puis, avec le temps, on voudrait aussi que les gens s'intéressent à notre culture. On est un peuple mal connu. On n'est pas un peuple c'est un peuple qu'on a caché tout le temps. Même quand j'étais jeune, je me souviens, ma mère me disait, il ne faut pas dire qu'on est des Indiens dans nos familles. C'était caché. Sinon, les pères perdaient le job, puis c'était mal vu à l'époque. Mais aujourd'hui, ça a changé grâce à plusieurs auteurs qu'on va avoir la chance de rencontrer durant nos émissions, puis qui vont nous permettre de développer ce sujet-là à fond. Louis Riel a été un grand chef métis du Manitoba. Est-ce qu'on va en apprendre un peu plus sur lui? Évidemment qu'on va en apprendre un peu plus parce que Louis Riel, c'est le père spirituel de tous les métis du Canada. C'est un homme qui a fait beaucoup pour sa nation. Louis Riel est issu d'une famille lui-même métisse. Sa mère, c'était une métisse, une autochtone, et son père, c'était un descendant de Jean-Baptiste Riel. Sauf ce qu'il faut penser, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça n'a pas commencé au Manitoba, l'affaire de Louis Riel. Ça a commencé ici, dans la région de la Naudière, au Québec. Le premier Riel qui est arrivé s'appelait Jean-Baptiste Riel, dit l'Écossais. Il a marié une Madame Coutu de Lavaltrie, une Indienne. Et il s'est installé à l'île du Pas, dans la région de la Naudière, tout près de Berthierville. Alors, l'histoire de Louis Riel, c'est un inévitable. On ne peut pas passer à côté. Il faut en parler. On va parler de Louis Riel de sa naissance à sa mort, jusqu'à sa pendaison. Je pense que c'est un des thèmes importants. Et pour ce faire, on va avoir les plus grands auteurs qui existent en Amérique du Nord présentement sur Louis Riel. Québécois, Canadiens, Français. On a même une Bretonne qui a été vivre par là-bas pendant 4 ans pour étudier sur Riel. Les téléspectateurs vont être satisfaits de l'émission de Louis Riel. Ils vont le connaître à fond après l'émission. Soyez assurés qu'on va avoir une émission spécifiquement pour Louis Riel. On ne peut parler de Louis Riel sans parler de ceinture fléchée. Pouvez-vous nous parler des rapports, par exemple, qui existent avec la ceinture fléchée de l'Assomption? Oui. La ceinture fléchée, c'est un grand symbole qui remonte au plus loin dans l'histoire, qui a été utilisé par les coureurs des bois. Elle a eu autant symboliquement, mais aussi pour pouvoir faire leurs besognes quotidiennes. Il y a eu les coureurs des bois, il y a eu les métis aussi, ça fait partie aussi de notre histoire. Puis il y a aussi là, les patriotes, l'histoire des patriotes de 1835. Blague à part, il y a aussi le bonhomme Carnaval, notre beau bonhomme Carnaval de Québec, qui a aussi la ceinture fléchée. Donc, c'est un très grand symbole. Puis, on va la décortiquer au courant des prochaines émissions. Il va y avoir des artisans qui vont en parler, puis aussi des historiens qui vont parler de l'historique de la belle ceinture fléchée. Parce que l'histoire de la ceinture fléchée remonte aux Premières Nations, quand il y a eu la traite des fourrures avec les Européens. Alors, c'était... les Européens arrivaient ici, en Amérique, avec des beaux grands chapeaux pleins d'ornements, des miroirs pour montrer aux Indiens, puis tout ça, d'affaires comme ça. Mais nous autres, on avait des couleurs, on avait une ceinture. Puis la ceinture, ça venait en premier des Métis de l'Acadie, mais aussi
tressés par les Indiens du Canada, qui les autres ils ont montré aux Métis comment le tresser. Donc, c'est quelque chose dans notre histoire qui est un symbole aussi religieux, mais qui dure depuis le début de la colonie. Donc, c'est quelque chose d'important, comme disait Véronique tantôt. Dans la région de la Naudière, on dit que c'est un bassin important de descendants métis. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi? Ben oui aussi. C'est sûr que un des très grands bassins de métis est ici dans la Naudière. Aussi, il y a d'autres régions, dont la Gaspésie et le lac Saint-Jean, qui sont aussi, font partie aussi des grandes régions où il y a eu beaucoup de métis. Ça a commencé avec, surtout en Acadie, avec la déportation des Acadiens. Les Britanniques ont voulu faire porter allégeance aux Acadiens. Ils ont carrément refusé de porter allégeance. Ils ont désiré garder leurs droits, leur liberté. Fait qu'ils ont pris fuite. Ils ont pris fuite dans les bois, puis se sont dirigés, ils ont descendu vers la Gaspésie. Oh, pardon. Ils ont descendu vers la Gaspésie et là, ben, c'est de là que la souche acadienne vient des Français et des Micmacs dans le coin de la Gaspésie. Et tous les autres Acadiens qui ont été faits prisonniers par les Britanniques, eux, ont été emprisonnés, ont été déportés, emprisonnés en Louisiane et aussi au Massachusetts et d'autres endroits comme ceux-là. Lorsque ça a été terminé, leur peine a été terminée, qui ont été mis en liberté, ben ils ont remonté. Une grande majorité ont été à pied avec leurs femmes, leurs enfants, leur effet personnel, la survie, carrément la survie. Donc, c'est des gens très, très, très courageux. Ils ont monté ensemble, puis ils sont revenus justement dans le coin de l'Assomption, puis ont colonisé beaucoup dans la région de la Naudière. Et d'autres aussi, mais surtout la Naudière, dont nous parlons ici aujourd'hui. On peut voir aussi dans la région de Saint-Jacques, il y a des Goulets, des Forgettes, des Leblanc, il y en a tout, des Miro surtout, des Miro qui ont parti de Massachusetts aux États-Unis, qui sont emmenés à pied là, avec le famille jusqu'à l'Assomption. Il faut le faire là, à cette époque-là. Mais c'était la liberté qu'il y avait au bout, puis c'est important qu'ils s'en viennent. Puis on peuplé toutes nos régions. Puis on est fiers de ça, d'avoir ce peuple-là avec nous autres, qui aujourd'hui, sans oublier leurs racines acadiennes, là, on est fiers de les avoir aussi comme Québécois. Là. C'est nos racines, dans le fond. Là, tu sais. Parlez-nous de la mission et des objectifs et de l'action sociale de la nation métisse contemporaine. Bon, la mission, d'abord, c'est de se faire reconnaître par notre gouvernement. On réclame les droits d'être capable de s'autogérer nous autres mêmes. C'est bien important pour tous les Autochtones, qu'ils soient métis, Inuits ou des Premières Nations. On est capable de gérer nos propres... On ne veut pas devenir indépendant du pays, non. Mais on veut être capable de gérer nos institutions, nos façons de faire, puis garder nos coutumes, notre culture. C'est très, très important pour le peuple métis, puis pour tous les peuples autochtones. On ne veut pas se faire assimiler, autrement dit, là. Puis on est en train de, même plus que ça, on est en train de vivre des génocides par rapport à notre peuple. On est en train d'essayer de nous faire disparaître tranquillement. Oui, c'est une de nos missions, c'est de travailler à notre reconnaissance. Sur le plan social, on a aussi des interventions, on a des projets qu'on travaille présentement depuis plusieurs années, sur former des individus, des Autochtones qui vont être capables d'agir comme première ligne d'intervention dans les communautés autochtones au niveau de la toxicomanie et du suicide, qui sont énormes, 6 à 7 % de plus chez les Autochtones que chez les Blancs. Donc, il y a un besoin là énorme, et ça prend des gens de première ligne, des intervenants de première ligne, qui vont être capables d'orienter et de diriger les gens vers des ressources importantes, nécessaires à leur guérison. Je pense que ça fait partie d'une de nos missions sociales qui est une des plus importantes pour la communauté métisse de la Naudière. Alors, quelle est la relation entre les Métis du Québec et ceux des autres provinces canadiennes? En général, l'entente entre les deux est très bonne. Même si les différences d'opinion
sur le fait qu'il y ait des métis au Québec. Certains disent que non, d'autres au contraire disent oui, il y a des métis au Québec. Mais de toute façon, dans les prochaines émissions, on aura du monde plus compétent, plus spécialisé dans le domaine, qui pourront nous en parler un peu plus. Quelles sont les revendications du peuple métis, autant du Québec que ceux du Canada? Les revendications sont la reconnaissance de notre peuple par la loi. Actuellement, les tribunaux ont statué que nous sommes des Autochtones au niveau de la Cour suprême. Il y a eu plusieurs choses qui se sont produites. Mais la loi des Indiens, actuellement, est une loi qui est très ancienne. La Charte des droits et libertés, ça date des années 70, de Pierre-Éliott Trudeau. On copie cette loi-là depuis très longtemps, trop longtemps. Et les Métis n'ont pas de... On n'applique pas les droits aux Métis comme on applique aux autres nations. Et ça crée de la discrimination. Il y a de la discrimination aussi au niveau des femmes dans la loi des Indiens. Une femme qui marie un Blanc perd ses droits autochtones, alors qu'un homme qui est autochtone, qui marie une femme blanche, c'est l'inverse. Disons qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être corrigées au sens de la loi. Dans le moment, c'est en procédé, ça devrait se corriger d'ici peu de temps, mais disons que ça fait quand même longtemps qu'on nous chante la chanson, parce que quand on parle de la loi de la Charte des droits et libertés, on parle de 45 ans en arrière. Alors, ça donne une idée, c'est presque un demi-siècle. Mais la loi doit être modifiée telle qu'elle l'est actuellement. Elle est préjudiciable, elle porte atteinte aux droits des Métis, autant à travers le Canada, en fait. Imaginez un Africain qui arrive ici au Québec, est noir, un gars qui a la peau noire. Parce qu'il est arrivé au Québec, il serait-tu noir ou s'il sera blanc? Ça n'a pas de sens. La loi des Indiens est très raciste. On est Indien, quand on est d'une réserve, on est reconnu. Mais en dehors des réserves, on n'existe plus. Non, c'est pas bon. Si vous tu sors dans la réserve pour être un Indien, pour avoir tes droits. Si tu sors de la réserve, tu perds tes droits. Je pense que c'est illogique comme façon de penser. Alors, ça, on travaille fort pour la changer. Puis d'ici peu de temps, ça devrait, comme disait Patrick, là, on devrait être tous des Autochtones. On n'est pas des Métis. On n'est pas, comme je disais tantôt, on n'est pas rouge et blanc, là. Non, on n'est pas des couleurs. On est des Métis. On est considérés comme étant des Autochtones. Je pense que le mot Métis va disparaître comme le mot Inuit puis comme le mot des Premières Nations. On va être tous des Autochtones. Le gouvernement, j'ai l'impression qu'il s'enligne là-dessus. Présentement, il s'enligne sur cette définition-là. Alors, on pense que ça va se régler éventuellement, là. Mais durant les émissions, on va avoir des avocats spécialisés de la Fédération des Métis du Canada qui vont en parler puis qui vont élaborer cette définition-là sur la loi sur les Indiens, avec Patrick, qui vont faire partie de cette émission-là. Ça va être intéressant, puis je vous invite à ne pas manquer ça. Ça va être une émission assez importante. Avez-vous un message à donner à nos téléspectateurs? Oui, j'aurais un message à donner aux téléspectateurs. Il y a beaucoup de gens dans nos régions, surtout Saint-Gabriel, Joliette, dans tous les alentours, là, qui est dans la Nodière. Il y a beaucoup de métis qui s'ignorent encore, qui ne savent pas qu'ils sont métis. Parce qu'ils n'ont jamais remonté plus loin que le grand-père. J'ai rencontré des gens qui ne connaissent même pas leurs grands-parents. Fait qu'il faut s'imaginer, si on monte un petit peu plus loin d'une génération ou deux de plus, aux arrière-grands-parents, qui bien souvent étaient accouplés avec des Autochtones, surtout ceux qui sont d'inter. Ceux qui sont sur le bord du fleuve Saint-Laurent, bon, les Français s'installaient plus sur le bord du fleuve à l'époque. Mais d'inter, on retrouvait des Indiens. Alors, les gens se sont accouplés avec les Indiens. Il y en a beaucoup qui sont
de vieilles générations qui sont ici à Saint-Gabriel, à Joliette, à Saint-Roch, à Saint-Gérard, partout. C'est plein de métis. En fait, on peut dire que toute famille française qui habite, ou du moins qui ont colonisé le Québec à partir de 1700, en reculant, c'est-à-dire avant 1700, ont de grosses chances d'être métis. Les Français n'avaient pas de femmes. Alors, ils rencontraient des Autochtones, ils avaient des relations avec les Autochtones, et nous sommes les enfants et les descendants de ces gens-là. On serait étonné si les gens ne savent pas, parce que ça a été honteux pendant un certain temps, parce que les Indiens nous rejetaient, les Blancs nous rejetaient. T'étais un bâtard, t'étais un mélangé. Aujourd'hui, on voit ça différemment. D'ailleurs, au niveau génétique, au niveau médical, on est enrichi de la génétique des Autochtones. Alors que les Français qui se sont mariés entre Européens, ils ont juste la génétique des Européens. Alors, les métis ont une génétique améliorée. Mais il y a tellement de Français qui ne savent pas, de Québécois français qui ne savent pas que dans leur famille, quelque part dans leur généalogie, il y a eu un autochtone et qu'ils sont métis. Et ces gens-là devraient contacter la nation métisse contemporaine pour s'informer. Le nombre est incroyable. Pour mettre des chiffres, ce que Patrick dit, c'est que les statistiques Canada, eux autres, ils évaluent ça différemment. Là. Pour eux autres, il y a environ 30 à 35 de métis au Canada. Donc, la moitié, on peut dire, au Québec, présentement, il y en a environ 15 à 16 Il y a 10 ans, il y en avait 7 Donc, depuis 10 ans, on a pratiquement doublé. Là. Il y a eu une évolution qui s'est faite. Et ça va expliquer beaucoup l'émergence des métis. Mais disons que le Canada, on calcule qu'il y en a environ 15 dans tout l'ensemble du Québec, c'est des métis. Ça, c'est pour une définition de la nation métisse. Comment on définit un métis? Il y a deux définitions au Canada, celle de l'Ouest et celle de la nôtre qui est de l'Est. Donc, on ne définit pas les métis pareil. Pour nous autres, un métis, c'est quelqu'un qui vient d'un Européen qui est arrivé ici au début de la colonie, qui a eu des relations, des alliances avec une autochtone, une des Premières Nations. Ça, c'est un métis pour nous autres. Tandis que l'Ouest, c'est un métis, c'est différent. C'est quelqu'un qui a habité sur le bord de la rivière Rouge, sur le bord de la rivière qui s'en va à Baie-du-Son pour faire la traite des fourrures. Alors, eux autres, ils se considèrent comme métis, comme village historique, comme métis historique. Nous autres aussi, c'est la même chose. On a eu Radisson des Gros Alliés, c'est la rivière du Saguenay. Tout le long du Saint-Laurent, on a eu la traite des fourrures. L'île du Pas, les îles de Sarel, c'est un endroit de prédilection pour la traite des fourrures à cause des îles et tout ça. Donc, il y a eu des agglomérations importantes qui se sont faites tout le long du fleuve. Donc, on se considère, nous autres, comme métis, mais on considère qu'on est plus que 15 Nous autres, on imagine qu'on est au moins 30-35 de métis au Québec. Et on considère les métis plus qui viennent, comme Patrick Le Terrain dit, avant les années 1700, avant l'arrivée des Anglais. Quand on est tombé sur le régime anglais, ça a commencé à se diluer davantage. C'est sûr qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais ton sang métis, il n'est pas fort. » Ça n'a pas d'importance, la force, pour nous autres. C'est qu'on l'a. Il vaut mieux avoir une goutte forte que bien des gouttes pas bonnes. Moi, j'ai une goutte forte métisse, puis j'en suis bien fier. Parce que la quantité sanguine, ça n'a aucune importance pour nous autres. Si vos ancêtres autochtones, moi, c'est 4 générations. Ça fait 4 générations. Mon arrière-grand-mère, c'est un Indien, puis mon grand-père, arrière-grand-père, c'est un Indien qui venait de la mission Saint-Joseph de Matane, puis d'autres de la réserve de Pointe-Bleue, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Puis je suis fier. Puis je suis encore plus fier parce que je suis un descendant direct de la famille de Louis Riel. Alors, moi, je me considère métis, je vis comme un métis, je pense comme un métis, puis ça, c'est important. Pour moi, c'est important. Il ne faut pas avoir honte de ses origines. J'en connais qui ont honte de les origines encore. Puis des gens bien connus. Mais ils ne veulent pas, parce que les familles ne veulent pas qu'ils s'identifient encore. Puis c'est triste d'avoir ça, d'avoir honte de qui ce qu'on est. Je vous laisse là-dessus, moi, personnellement. N'ayez pas honte de ce que vous êtes. Soyez fiers de ce que vous êtes. Vous êtes des métis, levez-vous puis dites-les fièrement. Vous allez en sortir gagnant.
Oui, les Métis, c'est un Québécois pur laine, mais il faut comprendre que les Autochtones étaient ici bien avant la formation des nations. Alors, les Métis sont des gens qui ont une belle culture à enseigner. On a toujours tendance à montrer les mauvais coups des gens, mais on a des artistes formidables parmi les Indiens. On a des sculpteurs, des peintres, il y a toutes sortes des gens qui ont des qualités incroyables de conception en 3 dimensions, autant que en 2. Pour ce qui est de la peinture, c'est 2 dimensions, là, mais la culture autochtone est très riche, très, très riche. On a tout avantage à la connaître. Moi, je vous invite à communiquer avec la Nation métisse contemporaine. Au bureau du secrétariat, vous avez toutes les coordonnées. À la fin de l'émission, ça va être inscrit. Vous pouvez vous informer sur vos racines, puis on va faire un plaisir de vous aider. Alors, c'est une invitation que je vous lance à connaître vos origines. C'est important, sa vie, dans la vie, de savoir ce qu'on devient, parce que sans ça, on ne saura jamais ce qu'on va. Donc, il faut savoir ce qu'on devient. Moi, je ne savais pas où j'allais avant que de me prendre en main, autrement dit, puis de dire « Hey, je suis un métis, moi, pourquoi je ne le dirais pas? Pourquoi je vais me cacher? » Depuis ce temps-là, je sais où je vais. Puis je me bats pour être des intérêts d'un peuple qui mérite qu'on combatte pour. C'est comme ça. Puis j'invite tout le monde à faire semblant. Ça ne veut pas dire se promener avec des plumes, c'est fini cette époque-là. Là. Moi, je suis psychosociologue, thérapeute. Mon ami est denturologue, Patrick. On a bien des professionnels, des avocats dans nos rangs, plein de professionnels. Alors, on peut vous répondre adéquatement, puis de vous donner des réponses justes et claires. Alors, je vous invite à communiquer avec la Nation métisse contemporaine pour avoir plus d'informations sur notre peuple, puis sur vous-même. On va vous en donner. Vous allez voir, ça fait un drôle de sentiment de savoir qui on est vraiment. C'est vraiment le fun. Je vous le dis. Alors, je vous invite encore une fois, au nom de toute la communauté, au nom de tous les membres du Conseil. Il nous manque aujourd'hui quelques membres de Conseil, parce qu'ils travaillaient, ils étaient occupés ailleurs, mais en leur nom aussi, je vous invite, puis je vous dis merci d'avoir écouté cette émission attentivement. Je remercie beaucoup nos invités d'aujourd'hui et je suis sûr que cette série d'émissions-là va nous en apprendre beaucoup sur la nation métisse. Merci, monsieur. Merci, M. Comeau. Merci.